Si je te montre ces deux photos, à ton avis, qui est le plus fort? Si tu as répondu que c'était celui qui était sur la photo de gauche, t'as raison, mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que t'as pensé ça? Le mec à gauche c'est Russell Horry, 2 fois champion du monde et un des meilleurs athlètes de powerlifting, toutes catégories confondues. Et le mec à droite, c'est juste un mec lambda de 80 kg. La plus grosse différence entre ces deux photos, c'est bel et bien la masse musculaire, et instinctivement tu sais que plus on a de masse musculaire, plus on est fort. Mais est-ce que tu savais que c'est pas le seul facteur qui rentre en compte quand on veut prendre en force? Dans cette vidéo, on va voir qu'il y a différents facteurs qui impactent la prise de force et on va voir comment les maximiser. On verra aussi pourquoi tu ne dois pas chercher à être trop musclé trop vite si tu veux être fort, et je donnerai même mes meilleurs conseils pour optimiser ton potentiel musculaire de façon à devenir le plus fort possible sur le long terme. Les différents facteurs qui influencent la prise de force. Il va y avoir 3 facteurs responsables de la prise de force. La masse musculaire, mais ça tu le savais déjà, les adaptations techniques et les adaptations du système nerveux. Deuxième point, les adaptations techniques. Quand tu pratiques un mouvement comme le squat, le bench, le deadlift, des tractions ou même n'importe quel autre mouvement, tu n'arriveras pas de suite à exprimer ton plein potentiel sur le mouvement. Si tu te mets à jouer de la guitare demain, tu ne sauras pas en jouer après-demain. Et en fait, c'est exactement pareil quand on veut devenir efficace sur un pattern précis comme le squat, le bench ou le deadlift. Ton corps a besoin de répétitions et même de milliers de répétitions pour devenir très efficace sur un mouvement. Mais évidemment, tu t'en doutes, il ne suffit pas de faire des milliers de répétitions pour être fort. Il faut faire des milliers de répétitions, oui, mais avec une bonne technique pour devenir le plus fort possible. Et pour trouver cette technique-là, tu vas avoir 2 options. Soit tu filmes tes séries et tu regardes tes vidéos en essayant de comprendre ce qui ne va pas par toi-même, soit tu fais appel à un coach avec plus d'expérience que toi qui pourra te donner les bons correctifs techniques dont tu as besoin pour progresser le plus vite possible. Quelle que soit la méthode que tu décides d'utiliser, c'est une étape par laquelle il faut absolument passer si tu veux un jour pouvoir exprimer ton plein potentiel sur un mouvement. Troisième point, les adaptations du système nerveux. Ton système nerveux va également devoir s'adapter pour te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Souvent en salle de sport, on voit des gens qui aiment pas trop se faire mal, qui refusent de pousser lourd sur certains mouvements, et c'est souvent les mêmes personnes qui se plaignent de stagner. En fait, si tu veux devenir fort sur un mouvement, il va falloir que tu pousses relativement lourd. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes ton max sur la barre à toutes les séances, mais tu as besoin d'une intensité un minimum élevée pour causer des adaptations et devenir plus fort. Si tu t'obsèdes à faire des séries de 10 répétitions à chaque séance, tu vas probablement t'améliorer, oui, mais sur des séries de 10 répétitions. Ton max, lui, il va quasiment pas bouger, simplement parce que la charge totale n'est pas assez lourde pour causer des adaptations qui te permettront de t'améliorer sur des séries de 1 rep. Enfin, on va pouvoir parler du dernier facteur, la masse musculaire. Tout à l'heure, je t'ai dit que plus on a de masse musculaire, plus on est fort. Mais c'est pas entièrement vrai. En fait, plus tu as de masse musculaire, plus ton potentiel de force augmente. Mais si tu ne pratiques pas le mouvement sur lequel tu veux t'améliorer, tu vas être très vite limité, tout simplement parce que tu n'as pas la pratique technique ni le stimuli du système nerveux pour progresser efficacement sur le mouvement. Si on prend un exemple extrême, Stéphane Matala, qui est un bodybuilder absolument énorme, a un max de 190 kg au développé couché. Évidemment, c'est une performance exceptionnelle, mais c'est pas du tout comparable aux performances de certains powerlifters dans sa catégorie de poids, comme Rondell Hunté par exemple, qui bench plus de 250 kg par exemple. Et ça, typiquement, c'est lié au manque d'exposition sur un mouvement. Stéphane, c'est un bodybuilder, donc il va probablement pas s'exposer au bench plus d'1 fois par semaine, simplement parce que son objectif c'est d'être le plus musclé possible, et il n'en a pas grand chose à faire d'être le plus fort possible au développé couché. Rondell, quant à lui, il va probablement s'exposer 2 à 3 fois par semaine, ce qui va lui permettre d'optimiser sa technique bien plus vite et d'avoir beaucoup plus de pratique sur le mouvement, ce qui va lui permettre de devenir bien plus fort, bien plus vite. Évidemment, quelqu'un qui a 2 voire 3 fois plus de pratique sur un mouvement, sur le long terme, ça va faire un effet boule de neige où la progression va littéralement devenir stratosphérique. Évidemment, à condition de récupérer de cette fréquence-là. Si ce genre de vidéo te plaise, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça te coûte absolument rien et ça récompense mon travail, donc je te remercie d'avance si tu le fais. Maintenant que tu sais tout ça, je vais t'expliquer pourquoi il faut surtout pas chercher à devenir trop musclé, trop vite, si tu veux devenir fort. Pour être plus précis, je te conseille de limiter au maximum le nombre de mouvements accessoires, donc concrètement tout ce qui ne va pas être du squat, du bench ou du deadlift, notamment si tu es débutant. La plupart du temps, on programme des mouvements accessoires dans l'optique de devenir plus musclé, mais paradoxalement, si tu es débutant, souvent c'est pas nécessaire. Quand tu commences le power, les 3 mouvements de compétition vont largement développer ton corps. Et en règle générale, tu n'as pas besoin de beaucoup de mouvements en plus, mis à part potentiellement des mouvements pour prévenir les blessures ou travailler sur un aspect technique. Pour un athlète plus avancé, les mouvements accessoires ont beaucoup plus de sens, simplement parce que la marge de progression au niveau technique et au niveau du système nerveux est beaucoup moins importante puisqu'ils sont déjà habitués aux mouvements de compétition. La progression sur un mouvement accessoire est donc la priorité absolue pour un athlète avancé. Maintenant, attention à ne pas trop en faire non plus. Certains mouvements polyarticulaires comme le RDL, les dips lestés ou encore le bench halter vont générer beaucoup plus de fatigue que de simples mouvements d'isolation comme du leg curl ou des extensions triceps.
Pour cette raison, c'est indispensable de ne pas les traiter de la même façon. Un effort maximal sur du hack squat n'aura absolument pas le même impact qu'un effort maximal sur du curl halter. En règle générale, évite d'aller à l'échec sur les gros mouvements polyarticulaires, essaie de garder 1 à 3 reps en réserve en cherchant chaque semaine à augmenter la charge. Sur les mouvements d'isolation, je te recommande de t'entraîner autour des 2 reps en réserve et même d'aller chercher jusqu'à l'échec en fin de bloc, simplement parce que le coût en fatigue des mouvements d'isolation est réellement faible. Il ne faut pas oublier que notre priorité en tant qu'athlète de power, c'est bel et bien les mouvements de compétition. Donc oui, il va probablement falloir que tu fasses 1 ou 2 exercices en parallèle, mais il ne faut absolument pas que ça empiète sur ta capacité à exécuter correctement ton squat, ton bench ou ton deadlift. Encore autre chose que je peux te conseiller, c'est de catégoriser tes mouvements accessoires. Les 3 catégories dans lesquelles je te recommande de classer tes mouvements accessoires sont les suivantes. Les mouvements de performance, les mouvements d'isolation et les mouvements de préhab/réhab. La première catégorie, ce sont les mouvements sur lesquels tu vas chercher le plus haut degré de performance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois mettre ton max à chaque série. Ici, j'aime bien utiliser une approche top set back-off comme on peut régulièrement utiliser sur les mouvements de compétition. Sur ces mouvements-là, on cherche plus à créer des adaptations qui vont directement assister notre progression sur les mouvements de compétition plutôt que simplement des mouvements qui vont nous aider à prendre du muscle. La deuxième catégorie, ça va être les mouvements d'isolation sur lesquels on va chercher à être proche de l'échec et accumuler beaucoup de volume effectif de façon à prendre un maximum de masse musculaire. Sur ces mouvements-là, il ne faut vraiment pas hésiter à ralentir la phase excentrique et aller chercher une amplitude maximale pour d'autant plus optimiser la progression. Enfin, on arrive sur les mouvements de réhab, de préhab, qui n'ont pas nécessairement pour objectif de te faire prendre du muscle, mais simplement pour objectif de limiter ton risque de blessure, de t'aider à récupérer de tes douleurs, gênes, blessures actuelles. Généralement, je les implémente avant les mouvements de compétition pour réchauffer les zones à risque ou alors en fin de séance, tout simplement parce qu'ils ne nécessitent pas énormément d'énergie ou de ressources. Concrètement, avec ces mouvements-là, on cherche juste à stimuler la zone sans la détruire, mais au fil du temps, on veut quand même légèrement augmenter le stress, donc que ce soit via le nombre de répétitions, le nombre de séries ou la charge, de façon à renforcer la zone. Tant que j'y pense, si tu es intéressé pour que je t'accompagne personnellement dans ta progression en power, envoie-moi un DM sur Insta dès maintenant et on en discute. Aussi, un point hyper important dont je voulais te parler, c'est les temps de repos entre les séries de mouvements accessoires. C'est vraiment un point qui peut faire une différence colossale dans ta progression. Si actuellement tu te contentes de prendre 45 secondes entre chaque série de mouvements accessoires parce que c'est juste des mouvements accessoires, tu fais une énorme erreur parce que tu limites automatiquement la quantité de travail que tu peux fournir. Tu pourras forcément faire plus de répétitions ou mettre une charge plus importante si tu prends davantage de temps de repos entre tes séries. Alors je ne te dis pas de prendre 5 minutes entre chaque série, c'est évident, mais personnellement je te recommande de prendre entre 2 et 4 minutes de repos entre chaque série en fonction des mouvements pour maximiser tes performances et donc optimiser ta progression. Pour les mouvements polyarticulaires, j'opterai davantage pour 3 voire 4 minutes de repos entre chaque série et pour les mouvements d'isolation, j'opterai davantage sur 2 minutes de repos. Clique sur cette vidéo si tu veux que je t'explique comment j'ai réussi à tripler mon max au bench en moins de 30 jours et comment toi aussi tu peux le faire.